Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Nous sommes dimanche 1er février 2026. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous sur la radio Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. C'est l'heure de vos informations hebdomadaires. Bienvenue à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Plus d'une vingtaine de terroristes ont été neutralisés jeudi dernier lors d'une tentative d'infiltration visant l'aéroport international et la base aérienne 101 de Niamey, ont annoncé les autorités nigériennes, précisant qu'un ressortissant français figurait parmi les personnes tuées. La Confédération des États du Sahel AES a fermement condamné samedi une attaque qu'elle qualifie de barbare ayant visé dans la nuit du 28 au 29 janvier plusieurs infrastructures stratégiques à Niamey, dont la base aérienne 101 et l'aéroport international Diori Hamani en République du Niger. Suite à cette attaque et les accusations portées à l'encontre du président ivoirien, la Côte d'Ivoire a convoqué l'ambassadeur du Niger après des propos jugés offensants. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Côte d'Ivoire a annoncé que l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué ce vendredi au cabinet de la ministre d'État à la suite de propos qualifiés de graves tenus récemment par des hautes autorités nigériennes à l'encontre du président ivoirien Alassane Ouattara. Au Burkina, le gouvernement a dissous tous les partis et regroupements politiques ce jeudi, jugeant cette mesure nécessaire pour préserver l'unité nationale et réformer la gouvernance politique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite avec Imrana Kilomega. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais dans les titres, une vingtaine d'assaillants ont été neutralisés tôt ce jeudi lors d'une tentative d'infiltration visant l'aéroport international et la base aérienne 101, ont annoncé les autorités nigériennes, précisant qu'un ressortissant français figurait parmi les personnes tuées. Dans une déclaration diffusée à la télévision nationale, le général d'armée Abdurrahman Tiani, président de la République du Niger, a affirmé que les sites concernés avaient fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. Suivant donc la réaction du président de la République, le général d'armée Abdurrahman Tiani, après sa visite sur le lieu. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique de route. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Sur le même sujet, la Confédération des États du Sahel AES a fermement condamné samedi une attaque qu'elle qualifie de barbare ayant visé dans la nuit du 28 au 29 janvier plusieurs infrastructures stratégiques à Niamey, dont la base 101 et l'aéroport international Diori Hamani en République du Niger. Dans un communiqué, la Confédération a dénoncé une attaque préméditée, coordonnée et aveugle, ciblant à la fois des installations militaires et civiles et mettant gravement en danger des populations innocentes ainsi que des biens à usage civil. Selon l'AES, ces actes ne constituent pas des incidents isolés, mais s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation soutenue par des réseaux multiformes incluant des appuis directs ou indirects. La Confédération évoque notamment la responsabilité morale et politique des sponsors étatiques étrangers tout en mettant en garde contre toute forme de complaisance ou de soutien à ces actions. Les auteurs de ces violences ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur apportent des soutiens politiques répondront de leurs actes, a averti la Confédération dans son communiqué. Parlons toujours de ces récents événements survenus à Niamey. La population de Difa et le collectif des forces vives de la région de Tillabéri ont distinctement organisé ce samedi 31 janvier 2026 dans la matinée un meeting de soutien aux autorités de la refondation dans le combat pour la souveraineté du Niger. Ils ont réitéré leur indéfectible soutien aux forces de défense et de sécurité. Laki Ousseini Maïga, secrétaire général du réseau des femmes leaders de Tillabéri. Nos forces
vives de la région de Tillabéri, condamnons sans réserve l'attaque de la base aérienne 120 de l'escadrille de Niamey la nuit du 29 janvier 2026. Condamnons également la campagne de dénigrement et d'instrumentalisation par certains ennemis internes et externes. Saluons les multiples efforts du président de la République et ceux du gouvernement dans le combat pour un Niger nouveau et des citoyens nouveaux avec des attitudes nouvelles pour bâtir des lendemains radieux dans notre espace confédéral. Nous lançons un appel à l'endroit de toutes les organisations et l'ensemble de la population du Niger à se tenir prête et mobilisée pour le combat en restant constamment sur le qui-vive. Le président de la Commission de l'Union africaine UA, Mahmoud Ali Youssouf, a fermement condamné les récentes attaques terroristes survenues au Niger, tout en réaffirmant la pleine solidarité de l'organisation continentale avec le peuple et le gouvernement nigérien. Dans un communiqué publié ce vendredi, le président de la Commission a déclaré avoir appris avec une vive inquiétude l'attaque perpétrée contre l'aéroport international Hamani Diori de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 par des hommes armés. Il a également exprimé sa profonde tristesse à la suite de l'attaque meurtrière survenue le dimanche 18 janvier 2026 dans le village de Bossier à l'ouest du pays, ayant coûté la vie à une trentaine de civils innocents. Le président de la commission a condamné avec la plus grande fermeté ces actes odieux qui s'inscrivent selon lui dans une stratégie de terreur menée par des groupes extrémistes violents ciblant les populations civiles ainsi que les infrastructures publiques. Il a par ailleurs salué la réaction rapide et professionnelle des forces de sécurité nigériennes qui a permis de contenir l'attaque contre l'aéroport de Niamey. De son côté, la Côte d'Ivoire a convoqué l'ambassadeur du Niger après des propos jugés offensants. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Côte d'Ivoire a annoncé que l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué ce vendredi au cabinet de la ministre d'État à la suite de propos qualifiés de graves tenus récemment par des plus hautes autorités nigériennes à l'encontre du président ivoirien Alassane Ouattara. Selon un communiqué officiel, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations, estimant qu'elles contreviennent aux usages diplomatiques et portent atteinte à l'honneur et à la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. Au cours de l'entretien, les autorités ivoiriennes ont rappelé l'attachement constant de la Côte d'Ivoire aux valeurs de dialogue, de paix et de fraternité, ainsi qu'à la préservation de relations d'amitié avec les pays de la sous-région. Toutefois, le gouvernement a souligné qu'il ne saurait tolérer des agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité des relations bilatérales ni à remettre en cause le respect dû aux institutions ivoiriennes. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur du Niger pour transmission à ses plus hautes autorités, précise le communiqué. Le gouvernement ivoirien a enfin indiqué rester attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche diplomatique et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Au Mali, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ont signé ce vendredi à Bamako l'accord annuel de partenariat entre le HCR et les MATD à travers la Commission nationale chargée des réfugiés CNCR. Cet accord s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date entre les deux parties et réaffirme l'engagement du HCR à accompagner le gouvernement malien dans la mise en œuvre de ces actions de protection et d'assistance en faveur de réfugiés et de demandeurs d'asile présents sur le territoire national. Le document met également en exergue la qualité de la coopération entre le HCR et les autorités maliennes, fondée sur un dialogue constant, une coordination renforcée et un alignement sur les priorités nationales. À travers cet accord, les parties entendent poursuivre le renforcement des mécanismes nationaux de gestion de l'asile, l'appui aux services déconcentrés de l'État et aux collectivités territoriales, ainsi que la mobilisation des partenaires nationaux en vue d'une assistance plus efficiente et redevable et durable ancrée au niveau des territoires.
Direction Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a dissous tous les partis et regroupements politiques ce jeudi, jugeant cette mesure nécessaire pour préserver l'unité nationale et réformer la gouvernance politique. Le décret adopté lors d'un conseil des ministres hebdomadaire présidé par le président Ibrahim Traoré prévoit également que les actifs des partis dissous soient transférés à l'État. Un projet de loi visant à abroger le texte régissant le financement et le fonctionnement des partis a également été préparé pour approbation législative. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a déclaré que la décision faisait suite à une analyse approfondie du système partisan qui a relevé de nombreuses dérives dans l'application du régime légal des partis et regroupements politiques, a expliqué Zerbo. Il a ajouté que les projets de loi connexes seront envoyés à l'Assemblée législative de transition dès que possible. Cette dissolution n'a pas sonné comme une surprise pour les responsables du parti panafricain pour le Sali, PPS. Pour Abdoulaye Moussé, ex-leader du PPS, le regroupement politique constitue aujourd'hui le dernier souci de Burkinabé Landa confronté aux défis sécuritaires. Nous attendons à cela parce que une suspension peut durer 3 mois, mais 6 mois, 2 années de suspension, quand vous observez un peu, c'est comme si la population a eu une baisse de confiance à la classe politique traditionnelle. En réalité, la population veut qui va les sauver de la violence actuelle. Et il faut être objectif. L'armée est notre dernier rempart face à cette situation terroriste. Aucun civil aujourd'hui ne peut dire qu'il va prendre le pouvoir sans une complicité de l'armée. Nous n'avons pas l'armée, donc mieux vous laisser la chose dans la main de l'armée. C'est pour être logique dans le raisonnement. Donc, si la population veut un sauveur, un sauveur qui part au front, mais pas un sauveur civil. Sur toute autre information, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a reconnu l'illégalité des sanctions imposées au Mali en 2022, donnant raison aux autorités maliennes de transition qui avaient saisi la juridiction communautaire, selon une décision rendue le mercredi 28 janvier et publiée jeudi dernier. Dans son arrêt, la Cour a annulé les décisions adoptées le 9 janvier 2022 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, estimant qu'elles étaient dépourvues de base légale. Entre janvier et juillet 2022, l'UEMOA, en coordination avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Mali afin de contraindre les autorités issues du coup d'État à proposer un calendrier électoral jugé acceptable. Ces mesures comprenaient notamment la fermeture des frontières, le zèle des avoirs de l'État malien et la suspension des échanges commerciaux et financiers. Dès février 2022, l'État du Mali avait introduit une requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA qualifiant ces sanctions d'illégales. Sur la forme, la Cour a relevé une irrégularité majeure liée au lieu de tenue de la conférence ayant décidé des sanctions. Bamako soutenait que conformément à l'article 114 du traité de l'UEMOA, modifiant l'article 5, les réunions de la Confédération de chefs d'État doivent se tenir sur le territoire d'un État membre. Or, la décision contestée avait été adoptée à Accra, au Ghana, un pays non membre de l'Union. Revenons au Burkina Faso. Les différentes opérations militaires menées au pays des hommes intègres contre le terrorisme ont permis le contrôle intégral de près de 74% du territoire, a déclaré ce vendredi le Premier ministre burkinabé Rentelba Jean-Emmanuel Ouédraogo devant les députés de l'Assemblée législative de transition. L'intensification des actions de reconquête à travers plusieurs opérations militaires emblématiques a permis de détruire plusieurs bastions terroristes et de mettre l'ennemi en déroute dans de nombreuses localités, favorisant ainsi le contrôle intégral de près de 74% du territoire, a déclaré Ouédraogo. Le chef du gouvernement a souligné qu'au cours de l'année 2025, la défense et la sécurité nationale ont été marquées par la poursuite de la reconquête du territoire, le renforcement des moyens humains et matériels, la lutte contre le banditisme et la délinquance financière. Les exploits de nos vaillants combattants ont favorisé la réouverture de 73 préfectures et mairies, plus de 600 structures éducatives, 38 formations sanitaires, ainsi que la libération et la réinstallation de 442 villages. Au moment où nous nous plions à cet exercice, de nombreuses autres localités ont été reconquises.
et sont en cours de consolidation. Désormais, nos cadres au niveau stratégique sont formés sur notre sol, selon notre propre doctrine de guerre enracinée dans nos réalités. Cette vision stratégique s'est matérialisée par l'ouverture de l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro et la création de l'Institut supérieur d'aéronautique de Bobo-Dioulasso. Un accent particulier sera mis sur la réorganisation de la brigade de VDP, désormais portée au rang d'armée. Des réformes majeures ont été engagées pour le renforcement de la sécurité intérieure. Le maillage du territoire par les services de sécurité s'est traduit par la mise en œuvre de zones de compétences de la police nationale et de la gendarmerie nationale avec la suppression de 107 doublons de services de sécurité. En outre, il a noté le retour et la réinstallation de 1 160 935 personnes déplacées internes dans 871 localités d'origine et la consolidation de nombreuses localités reconquises. Malgré la perfidie des terroristes et l'atrocité de leurs actions sur les paisibles populations, nos forces combattantes ont toujours agi avec professionnalisme et dans le strict respect de la vie humaine, a-t-il assuré. De 70,89% en décembre 2024, le pourcentage du territoire burkinabé reconquis par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso était de 70,70% en août 2025, avait indiqué le ministre de la Défense, Célestin Saint-Pory. L'exposé du Premier ministre sur la situation de la nation devant la représentation nationale s'est articulé autour de plusieurs axes majeurs, à savoir le rétablissement et le renforcement de la sécurité, le renforcement de la solidarité nationale et de la cohésion sociale, le développement du capital humain au service du peuple, la promotion de la souveraineté économique et le développement d'une diplomatie souveraine. Le gouvernement burkinabé a lancé samedi une vaste campagne nationale de curage et de réhabilitation de 100 barrages avec pour objectif de renforcer la mobilisation des eaux de surface et de soutenir la production agro-pastorale et halieutique. Le lancement officiel a été effectué à Gonsé, dans la capitale rurale de Koubri, par le Premier ministre Rentalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'opération financée par le budget de l'État 2026 représente un investissement de plus de 19 milliards de francs CFA et s'étendra sur une période d'environ 5 mois. Selon les données officielles, la gestion des ressources hydriques reste confrontée à des contraintes, notamment l'ensemblement, l'envasement et la dégradation des digues. Ces difficultés affectent directement l'approvisionnement en eau potable, l'élevage, la pisciculture et les cultures maraîchères. La campagne couvre 12 régions sur les 17 qui comptent le pays et vise la mobilisation d'au moins 50 millions de mètres cubes d'eau supplémentaire. Elle est mise en œuvre par l'Office national de barrages et d'aménagement hydro-agricole et la Sonater. Le barrage de Gonsé, qui soutient près de 100 hectares de périmètre agricole au profit de 200 exploitants, bénéficiera d'un curage de 100 000 mètres cubes de sédiments et du renforcement de sa digue afin de restaurer sa capacité initiale. Le chef du gouvernement a appelé les bénéficiaires à collaborer avec les entreprises en charge des travaux et à adopter de comportements responsables pour préserver les ouvrages et garantir la durabilité des investissements. Revenons au Mali. La 3e édition de la semaine du numérique s'est ouverte jeudi au Centre international de conférence de Bamako CICB autour du thème « Le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture », réunissant décideurs publics, experts, innovateurs et partenaires du secteur numérique. Président de la cérémonie au nom du Premier ministre, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Agi Ilian, a déclaré que la semaine numérique dépasse le cadre d'un simple événement sectoriel pour s'imposer comme un espace d'action, de redevabilité et de décision au service de la modernisation de l'État et du renforcement de la souveraineté nationale. Le ministre a souligné que le numérique constitue désormais une infrastructure stratégique touchant des secteurs clés tels que la sécurité, l'économie, l'éducation, la santé, la justice et la culture. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement malien à accélérer la modernisation de l'administration et la digitalisation des services publics afin d'améliorer l'accès, la transparence, la traçabilité et la qualité du service rendu aux citoyens.
Autre actualité hors de nos frontières, le Mozambique a enregistré 12 décès dus au choléra au cours des dernières 24 heures, ainsi que 135 nouveaux cas selon des données officielles publiées hier samedi. D'après les données de la Direction de la santé publique, depuis le début de l'épidémie actuelle en septembre de l'année dernière, le nombre de nouveaux cas a fortement augmenté dans les provinces de Tête, Nampula et Cabo Delgado où les 12 décès ont été enregistrés. La province de Tête, située dans la région centrale de ce pays d'Afrique du Sud-Est, est devenue l'épicentre de l'épidémie, le bilan de morts ayant plus que doublé ces derniers jours et 87 nouveaux patients ayant été recensés en 24 heures. Le 28 janvier, à lui seul, le Mozambique a enregistré 135 nouveaux cas avec 49 patients admis à l'hôpital. En 2025, 169 personnes sont mortes du choléra dans le pays, ce qui a conduit le gouvernement à élaborer un plan le 16 septembre de l'année dernière avec pour objectif d'éliminer le choléra en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Voilà, c'est tout pour cette édition sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine en synchronisation avec les radios Savoir FM à Niamey dirigée par Baba Alpha et Radio Bourradjinto au Mali. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.